Bienvenue sur cet épisode spécial de The Spectators. Nous sommes au Champs-Élysées Film Festival avec Jimmy Laporal-Trésor, qui est le réalisateur du film Les Rascals, sorti en début 2023. Bonjour Jimmy. Bonjour. Tout d'abord, comment vous sentez-vous cette année au festival, au Champs-Élysées Film Festival, dans le jury long métrage? Très bien, on a une présidente du jury qui est hyper cool, qui me met vachement à l'aise. Donc du coup, il y a une bonne entente, une bonne cohésion qui s'est mise en place. On a l'impression de se connaître depuis pas mal de temps, alors que ça fait 2-3 jours qu'on se connaît. Donc ça, c'est hyper agréable. Et puis on a été bien reçus par toute l'équipe du festival et on a une belle chouette sélection. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Que du bonheur. Ouais. Un peu de pression quand même ou... Non, la pression, c'est pour les gens qui représentent leur film. Nous, on est à la bonne place. C'est sûr. Et pour rappel, donc la présidente du jury long métrage qui est Rebecca Zlotowski. Tout à fait. Quelle est votre relation avec le cinéma indépendant? Alors, le cinéma indépendant, la relation que j'ai avec, c'est en réfléchissant au truc, je me dis que c'est le cinéma quand même que je consomme le plus, finalement. Alors que je ne m'étais pas forcément formulé cette réalité. Mais c'est vrai que j'aime bien les cinémas qui me racontent quelque chose du monde en règle générale. Et même si après, je suis un peu du génération popcorn, où on a aussi la génération, on a consommé beaucoup de films pop américains. Mais moi, ça me suffit pas. J'aime bien regarder des films qui racontent vraiment un regard particulier sur le monde, qui permet de voir des choses autrement, de réfléchir à des sujets auxquels je n'avais pas pensé avant. Donc j'ai ce rapport, on va dire quasiment peut-être métaphysique avec le cinéma indépendant. Super. Au final, vous êtes un véritable couteau suisse. Vous êtes réalisateur, scénariste. Principalement, vous êtes producteur aussi. Et j'ai lu directeur littéraire. Qu'en est-il? Et puis finalement, comment on combine toutes ces différentes casquettes? Au début, je pense que c'est une boulimie de vouloir faire beaucoup de choses, et puis petit à petit, on se recentre sur, on va dire, ce qui est essentiel. Moi, j'ai commencé le métier en tant que scénariste à la base, et c'est pour ça que je suis allé vers la direction littéraire pour vraiment avoir un regard beaucoup plus global. Et la production, c'est venu avec un moment de ma vie où on fait beaucoup de projets qui sont en développement, qui mettent du temps à se faire, et j'avais besoin de toujours avoir la main dans le cambouis, de faire des projets. Donc la production, ça m'a permis de produire quelques courts-métrages comme ça et de pas être trop dans l'attente. Et la mise en scène, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de fantasmé et qui est arrivé dans ma vie on va dire, par petites touches. Et qui, au début, je faisais des petits films documentaires pour le web, des trucs comme ça. Et puis après, il y a eu le baiser. Et le baiser, j'ai eu très envie de continuer, mais finalement, j'étais dans le métier en tant que scénariste, donc je suis resté scénariste et faire la production. Et puis après, il y a eu Soldat Noir et Les Rascals, et il y a un gros appétit de ce côté-là maintenant. Donc je vais aller de plus en plus vers la mise en scène, parce que c'est vraiment quelque chose qui me nourrit entièrement. Là où l'écriture, j'adore écrire, mais il me manquait quelque chose qui est du domaine peut-être de la relation humaine. C'est vrai que quand on écrit, même si j'écris souvent à plusieurs, pas cette relation qu'on a avec le plateau, l'équipe, transformer des mots en images, et avoir du coup, c'est aussi cette relation quasi directe avec le public, parce que un scénario, finalement, le public reçoit pas le scénario directement, ça passe par le film, et ça, cette chose-là, ça me manquait. J'étais que scénariste. D'accord. Parce que justement, j'avais un peu plus tard, j'avais prévu une question, et je vais la poser maintenant. C'était par rapport à quand on écrit un scénario, est-ce que c'est différent d'écrire un scénario et de le laisser à quelqu'un, ou c'est mieux pour vous justement d'écrire votre scénario et après de le mettre en image parce que vous aviez tout pensé déjà à l'écriture? De toutes les manières, il y a forcément un deuil à faire quand tu écris pour quelqu'un d'autre, parce qu'on n'a pas la même sensibilité. Si tu prends un scénario que tu donnes à 5 réalisateurs différents, le même scénario ne font pas la même chose, et pas du tout le même film en termes de sensibilité, en termes de mise en scène, en termes de je sais pas, de choses qui vont le toucher à l'intérieur du film. Donc du coup, ce qu'on va dire, tout le subjectif qu'on projette dans un scénario, ce ne sera pas le même pour un metteur en scène, et donc il y a toujours une petite mort. Moi, je me rappelle le tout premier scénario auquel j'ai participé en écriture, c'était La Cité Rose, et je me rappelle encore très bien du sentiment de dépossession que j'ai eu quand j'ai vu les premières images du film. Alors le film était bien, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir été
quelque part violé dans le sens où j'avais l'impression qu'on n'avait pas respecté le matériau, alors que pas du tout. Le film Ouais. respectait vraiment la philosophie du film, mais Mm. j'ai vraiment eu cette petite mort. Ah ouais, Ouais. ouais, ouais. Bah, ça peut se comprendre aussi, hein. Je pense que c'est, comme vous disiez, c'est un deuil et vous êtes attaché aussi à ce que vous écrivez. Ouais, et puis on projette forcément un Ouais. film qui ne sera pas forcément le film qui va être fait. Là où, bah, quand on écrit un film pour soi, bah, on projette déjà à l'écriture ce qu'on Mm. veut faire, et ça fait partie aussi de mon écriture, c'est que j'ai une écriture très visuelle. Donc déjà dans le scénario, il y a déjà un fantasme du film qui est fait sur papier. Mm. Donc voilà. Et d'ailleurs, en continuant sur l'écriture, justement, donc vous parliez de La Cité Rose, qui Ouais. était un film, c'était un projet de série, si À je la me base, trompe oui, pas. oui, ça devait être une Et série. Ouais. il y avait aussi, j'ai lu, si je me trompe pas, que Soldat Noir, ça pourrait être un projet de série. Ouais, ouais, ouais. Mais comment on navigue avec l'écriture justement pour trouver le bon format au récit, à son récit? Ah, c'est une bonne question, ça. Moi, j'ai un rapport assez instinctif avec le récit et quand je commence à mettre une histoire sur papier, assez rapidement, je me dis ça sera peut-être c'est bon pour un court métrage ou c'est bon pour un long métrage ou c'est bon pour développer peut-être en série. Et c'est de l'instinct. Après, ça s'affine aussi avec mon expérience aujourd'hui, Mm. mais dès le départ, il y a eu une approche instinctive par rapport à ça, de se dire que ça, là, c'est très bien pour écrire un long, un court. Et d'ailleurs, même des fois, quand je regarde des films, il y a des films où je me dis, c'était peut-être pas forcément le bon format. Ça aurait Mm. pu faire un excellent court-métrage, Ouais. ou alors ils en ont fait un court-métrage, c'est dommage, ça aurait pu faire un super film. Mais il y a toujours ce truc qui vient où c'est instinctif, que je sens qu'il y a un... Oui. Il y a souvent aussi beaucoup de cinéastes qui vont justement partir de leur court-métrage Ouais. pour développer leur long. En fait, ils se rendent compte que il y avait le potentiel justement avec un court d'en faire un long. Et... Faut savoir sentir le truc, hein, en vrai. Mm. Mais c'est un peu mystérieux, c'est un peu... ça nous échappe, c'est quelque chose qui est de l'ordre vraiment du subjectif et de la sensation et de l'intuitif moi je me pose pas la question de manière intelligible, mais voilà, je me dis ça va être un long, ça va être un court en général pour l'instant je me trompe pas trop pour l'instant, on Ouais. verra plus tard mais Bah, en tout cas, je parle pour nous, chez The Spectators, on adorait une série spin-off sur les raciales, parce que vraiment ce film nous a vraiment beaucoup marqué. Donc déjà un grand bravo pour votre premier film. Merci. Et c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous parce que il y avait beaucoup de sujets de discussion en interne là-dessus. Et en fait, on se rend compte que c'est, pour l'avoir revu en plus Ouais. hier pour préparer l'interview, c'est quand même une œuvre qui est nécessaire. C'est un sujet qui est pas beaucoup exploité dans le cinéma français. Non. Mais déjà c'est un genre qui est pas du tout le film de bande déjà dans le cinéma français, il y en a pas à proprement parler, c'est vraiment un genre qui a été développé dans les années 70, années 80 aux États-Unis, il y a eu pas mal de films qui ont été faits dans ce genre-là, mais en France, on n'a pas vraiment de films de bande. Non, c'est sûr. Alors qu'on a une vraie culture des bandes parce que dans les années 80, il y a vraiment des bandes qui ont sillonné les rues de Paris et pas que, hein, un peu partout en France. Mais on n'a pas cette culture-là. Ouais. Et justement, donc c'est aussi, il marque d'autant plus aujourd'hui par sa forte résonance avec notre France en ce moment. Et justement, si je dis que 2024 is the new 1984, qu'est-ce que vous en dites? Malheureusement, je suis d'accord avec ça. En plus, ce qui est vraiment terrible avec cette histoire des Rascals, il y a une question qui revenait souvent, les Rascals et Soldats Noirs d'ailleurs, quand on était en financement de ces films, donc c'était en 2020, il y a quelques années maintenant. Il y a une question qui revenait souvent, c'était pourquoi faire ce film aujourd'hui? Pourquoi faire ce film aujourd'hui? C'était dans les années 80, c'est loin derrière nous. Et on n'arrêtait pas de dire non, mais ça revient. Il y a déjà il y a des résurgences de cette violence des années 80 qui revient aujourd'hui, sauf que la jeunesse n'est plus la même, le rapport à l'extrême droite n'est plus le même aussi non plus, le rapport aussi à la lutte antiraciste n'est plus le même, ce qui était la lutte antiraciste c'était une vraie question de société dans les années 80, là aujourd'hui c'est plus du tout un sujet. Limite quand on parle d'antiracisme, t'as l'impression que tu parles d'un sujet qui divise, alors que moi naïvement, c'est vraiment un truc, je suis tombé de ma chaise qu'on a commencé à financer ces deux films-là.
Je pensais que c'était un sujet justement où on est à peu près tous d'accord. Bon, bah, le racisme, c'est pas bien. C'est un peu une la palissade. Je me suis rendu compte que c'était pas partagé par tout le monde. Ouais. Alors, je dis pas que les gens étaient racistes, mais c'est surtout, je pense que ça ne les intéressait pas. C'est un sujet qui ne les intéresse pas. Et limite, c'est un sujet qui, comment dire, c'est un sujet qu'on n'a pas envie d'entendre. Enfin, c'est un peu un sujet qu'on a envie de laisser sous le tapis, comme la traite négrière, par exemple. Il y a un exemple en fait qui est assez frappant. Une fois, je discutais avec une personne et je lui disais, par exemple aux États-Unis, la question de la traite négrière, c'est dans toute la culture américaine, aussi bien dans la musique, au cinéma, à la peinture, même en politique, c'est quelque chose dont on parle parce que ça fait partie de l'histoire américaine. Et en France, c'est pas du tout un sujet, alors qu'on a exactement la même histoire en termes de durée et en termes de violence. Sauf que à la différence des États-Unis, la traite négrière, c'est pas passé sur le territoire national, mais c'est passé dans les colonies, aux Antilles, dans les DOM. Et donc du coup, les Français n'ont pas conscience que cette histoire on a une histoire commune avec les États-Unis par rapport à ça, et les Français n'ont vraiment pas du tout conscience de ça. Ils disent non, mais ça c'est une histoire américaine, c'est pas une histoire française. On ne nous l'apprend pas non plus, je trouve. Mais les gens vraiment ferment les yeux, alors que parce qu'on se dit oui, on a peut-être la Guadeloupe, la Martinique, c'est tout petit, mais non, il y avait aussi Haïti, et ça concerne des millions et des millions de gens qui ont été déportés, et c'est un non-sujet dans notre culture. Et c'est assez étrange. Et donc du coup, voilà, c'est des sujets qui n'intéressent pas. Ouais, c'est sûr. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps, c'était très intéressant.